Ces dernières années, les organisations humanitaires n'ont cessé de mettre en garde contre la détérioration de la sécurité dans les pays du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le cercle s'élargit désormais au Togo, au Bénin et au Ghana. Au cœur des préoccupations, le sort des millions de civils. La West Africa Democracy Radio, soucieuse du sort de ces millions de civils qu'elle informe via ses radios partenaires, a organisé le 22 septembre 2022 un débat public d'une journée pour approfondir les discussions sur la gouvernance du secteur de la sécurité et la lutte contre le radicalisme au Sahel afin de renforcer la paix et la sécurité dans la région. Une rencontre qui s'est tenue à Dakar, la capitale sénégalaise, et a réuni des experts et autres acteurs de premier plan travaillant dans le domaine de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement. Ouvrant le bal des allocutions, la directrice de la WADR a déclaré que la chaîne travaillait spécifiquement en Afrique de l'Ouest grâce à un financement de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, à travers son bureau national du Sénégal, pour mettre en œuvre un projet intitulé « Fournir des informations de qualité pour promouvoir la gouvernance du secteur de la sécurité et contrer le radicalisme en Afrique de l'Ouest ». Le projet qui a débuté en septembre 2021 pour une période d'un an vise à soutenir le changement de narration autour de l'insécurité et du terrorisme et se concentrer sur les lacunes en matière de gouvernance et à accroître l'engagement communautaire dans les pays du Nigeria, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il vise à atteindre les objectifs suivants sans s'y limiter. Faire entendre les espoirs des survivants et amplifier les voix des communautés prises dans les conflits. Enquêter et produire des reportages approfondis sur l'insécurité dans les pays du Nigeria, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Pour cela, WDR a produit des émissions de qualité factuelles et pertinentes qui contribueront à sensibiliser et à accroître la pression populaire sur la responsabilité du secteur de la sécurité en matière de droits de l'homme, de dépenses militaires et de forces de travail civil, entre autres. Nous avons pu envoyer nos journalistes dans des communautés très éloignées dans les différents pays pour faire entendre la voix des gens à différents niveaux afin de trouver une solution à la situation sécuritaire dans le Sahel. C'est dans le cadre de ce processus que ce débat public est organisé afin d'approfondir les discussions sur la gouvernance du secteur de la sécurité et la lutte contre le radicalisme au Sénégal, afin de contribuer à renforcer la paix et la sécurité. Le bureau de OSIWA au Sénégal a choisi d'utiliser les ondes de la radio du dialogue pour une très bonne raison. Le constat, c'était que nous avons une belle plateforme qui est WDR, qui a d'excellents programmes, qui a un ancrage au niveau local insoupçonné avec son réseau de radios communautaires avec lesquels elle collabore, qui aborde des problématiques de gouvernance d'une manière approfondie, d'une manière pas toujours pareille, comme l'a dit Tidiane. L'information est traitée d'une manière approfondie. WDR a très souvent un plateau d'experts qui permettent de traiter les questions d'actualité et les questions qui ne sont pas d'actualité, mais les questions qui touchent à notre région, d'une manière qui va au-delà du sensationnel et d'une manière qui va au-delà juste du factuel. Pourquoi pas donc utiliser WDR pour mettre en place un programme
qui permet d'aller au-delà des reportages, qui permet d'aller au-delà du partage d'informations et pour analyser à la fois, d'une part, les sources, aller plus en profondeur sur les sources de ces conflits ou de ces questions de violence auxquelles on fait face. Comme l'a dit Tidiane et Agnès, déconstruisant les discours dominants qui souvent partent d'analystes qui ne sont pas peut-être, qui ont oublié, parce que la plupart des discours dominants que l'on reprend sont le fait soit de médias occidentaux ou bien d'un traitement de l'information qui ne part pas à la source pour entendre les communautés, entendre les protagonistes dans ces conflits-là. Donc revenir sur le discours, faire un travail de déconstruction de ces narratifs dominants pour faire entendre les véritables causes et les véritables implications de ces conflits-là, de ce radicalisme-là. En plus de donner une bonne information, une information mieux sourcée, donner la possibilité aux citoyens d'être à même de débattre de ces questions-là pour faire entendre la résilience, mais aussi les exemples de bonnes pratiques en matière de mitigation et en matière de résolution pacifique de ces conflits-là. D'autres régions d'Afrique ont eu leur lot de crises. Le défi de répondre aux nombreuses menaces sécuritaires a été particulièrement difficile en Afrique de l'Ouest. Face au flot de désinformation, il fallait un outil aussi puissant que la WADR pour éclairer des millions de personnes. L'accent mis sur le Sahel trouve sa pertinence dans la situation de la sous-région, assaillie qu'elle est par de nombreux problèmes allant de l'instabilité politique aux défis sécuritaires, parfois liés à la question des ressources naturelles, jusqu'aux questions environnementales et de changement climatique, en passant par le cléricalisme et bien d'autres défis encore. Cependant, ces questions sont rarement abordées en profondeur par nos propres médias nationaux. Dans les rares cas où elles le sont, il y a une forte dose de désinformation, de sous-information, et l'accent est très rarement mis sur les violations des droits humains dans les récits, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que la WAD essaie de faire. L'absence de récits objectifs, d'informations de qualité et pertinentes, recueillies sur le terrain, les limites objectives que rencontrent les communautés affectées par les conflits, lorsqu'il s'agit de raconter leur propre histoire et de contribuer à la formulation de solutions viables, sont les défis auxquels la WAD a tenté de trouver des réponses à travers ce projet. La WAD, convaincue du pouvoir immense du médium que représente la radio, un des moyens de communication les plus efficaces en Afrique et dans toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest, a travaillé avec enthousiasme pour s'assurer que le récit sur la question sécuritaire est raconté différemment, dans l'espoir de contribuer au retour de la paix et de la sécurité. Ne l'oublions pas, sans ces deux éléments, la paix et la sécurité, il ne peut y avoir de développement. J'espère que les différentes présentations et les discussions de ce jour que nous allons suivre tout à l'heure pourront déboucher sur des idées, des recommandations et des conclusions à même de contribuer à cet effort et lui donner plus d'impact. Plusieurs présentations ont tenu le public en haleine. Des experts présents dans la salle ou en visioconférence ont fait des exposés de qualité pour permettre d'asseoir le débat. Il fallait d'abord planter le décor en faisant l'état des lieux de la sécurité dans les pays sahéliens. Malgré les efforts nationaux, régionaux ou internationaux, la situation sécuritaire dans la région, notamment au Sahel, reste très complexe et difficile. Les groupes terroristes continuent d'étendre leur champ d'action au Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans la zone qu'on appelle la zone des trois frontières qui est l'État Gourmand. Et ils ciblent toujours à la fois les civils et les forces de sécurité. Je vais partager quelques chiffres parce que les chiffres que l'on voit sont vraiment à la fois éloquents mais aussi choquants en termes de perte de vies humaines. On dit que chaque jour, 8 civils ont été tués en moyenne entre
avril 2021 et mars 2022 dans les 3 pays du Sahel central que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 2901 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso pendant cette période, et nous avons eu une hausse de 18% par rapport à l'année 2020. Et à titre de comparaison, les forces de défense et de sécurité ont également payé un lourd tribut avec 1514 membres tués en opération la même période. Et là, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de 37% par rapport à 2020. Donc vous voyez un peu les chiffres que nous avons sur le nombre de pertes de vies humaines. C'est à la fois choquant, je disais, et important quand on fait le décompte. Et donc ça prouve vraiment qu'aujourd'hui, la région dans laquelle on est une région qui est vraiment frappée, secouée par ce qu'on appelle la menace terroriste. Et donc, on peut parler vraiment de complexité de la situation sécuritaire et se dire aussi qu'on ne peut pas juste le réduire à la question du terrorisme. Car dans la région aussi, nous avons des groupes qui agissent. Nous avons des groupes criminels, des trafiquants de tout genre. Nous avons aussi des groupes indépendantistes ou autonomistes. Nous avons aussi des groupes qui sont des forces de défense et de sécurité, qui se liguent aussi à les actions auprès des populations. Et nous avons aussi des groupes de défense qui agissent aussi dans la région. Donc tous ces groupes aussi contribuent à accroître d'une certaine manière la sécurité dans la région. Et quel est le constat? On constate finalement qu'il y a une incapacité des États et des partenaires internationaux à répondre aux besoins sécuritaires des populations, et cela crée beaucoup de frustration. J'ai envie de revenir rapidement sur quelques événements qui ont eu lieu dans la région ces derniers mois, notamment le retrait militaire décidé par la France à travers le départ de Barkhane au Mali. Ainsi, nous avons aussi eu le départ de la force Takuba. Et aussi, pour le Mali, on s'est rendu compte que le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel. Et donc, on a un pays qui a pris des décisions fortes, un des pays qui est plus menacé par tout ce qui est lié au terrorisme, a quand même pris des actions fortes pour essayer directement, ce pays-là, de pouvoir assurer sa sécurité. Deuxième pays qui inquiète beaucoup, c'est le Burkina Faso. Comme vous le savez, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État le 24 janvier 2022. Et j'allais dire que ce coup d'État était d'une manière inévitable. On savait que tôt ou tard, il allait y avoir un coup d'État, parce que le pays était dans une forme de crise sécuritaire extrêmement difficile, et à un moment donné, on s'est rendu compte que le pouvoir en place n'avait plus de solution. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a pris le pouvoir, et pour essayer justement de trouver des solutions et ensuite s'assurer de la protection des citoyens. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on constate l'évolution par rapport au Burkina Faso, on se rend compte qu'en 2014, le Burkina Faso était à la 108e place des pays les plus touchés par le terrorisme. Aujourd'hui, en 2022, le Burkina Faso est le 4e pays le plus touché par le terrorisme. Comment on est passé de 2014 à 108e place, et en l'espace de 5 à 6 ans, à la 4e place, il faut se poser des questions. J'aurais aussi parlé du Niger, qui semble être le pays le moins vulnérable des trois par rapport aux attaques terroristes et tout, mais le Niger continue aussi à connaître des attaques liées au terrorisme. Les experts ont aussi répondu à la question quels défis dans la construction d'une culture démocratique, de la bonne gouvernance et de la paix au Sahel. Au Niger, nous avons remarqué, pour ajouter juste à ce que Babacar vient de dire, que je partage vraiment en termes de problématiques dans ce pays. Par exemple, c'est le pays parmi les membres du G5 Sahel, et ce n'est pas dit dans les médias, parce que aussi cette activité est organisée par un média, le pays qui a le plus de déplacés internes. On a vu le Mali où il y a plus d'attaques, peut-être le Burkina Faso où il y a plus d'attaques, il y en a moins au Niger, mais au Niger, on s'est rendu compte que vous ne pouvez pas faire 50 km au-delà de Niamey, dans la région de Tillabéri. Et les acteurs nous ont dit que, et aussi des rapports l'attestent, un des rapports que nous a partagé nos partenaires du ROTAB, Tournons la page, de DECAF, le bureau national de DECAF là-bas, montre bien qu'il y a énormément de déplacés dans ce pays, et on parle plus des autres pays du Burkina et du Mali. Rien que dans la région de Tillabéri, 800 écoles sont fermées à cause de l'insécurité.
pouvez imaginer le nombre d'enfants qui ne fréquentent pas les écoles à cause de l'insécurité. Vous pouvez imaginer, vous savez, au Niger, une femme a en moyenne 8 enfants. Vous pouvez imaginer le poids et l'impact que cela peut avoir sur les femmes qui sont essentiellement celles qui gèrent, en tout cas qui ont la charge de la famille et des enfants dans ce pays. Vous pouvez imaginer pour ce qui est des bavures aussi. Babacar en a parlé. Vous n'avez pas seulement des groupes djihadistes ou des groupes terroristes qu'on appelle souvent groupes djihadistes qui opèrent. Vous avez les autres groupes armés non étatiques qui opèrent dans cette région. Vous savez que la région aussi est le réceptacle de tout ce qui est armes, qui a pu circuler depuis la crise en Libye et qui est entré dans cette région. Et il y a toutes sortes de trafics dont l'arme elle-même est devenue une marchandise courante dans la région. Babacar l'a dit. Comme la drogue, vous avez aussi l'arme qui s'achète comme ça, dans ce marché informel et clandestin. Je suis tenté qu'il est vraiment clandestin parce que ça se vend maintenant à ciel ouvert et ces armes sont accessibles et des groupements armés. Des gens qui ont jusque-là cristallisé certaines frustrations, qui ont vraiment, à un moment donné, eu envie d'exprimer ces frustrations, n'ont pas eu la difficulté de s'outiller en armes et de se mettre en opération. Des contributions arrivées du Burkina Faso et du Mali pour consolider l'exposé sur la bonne gouvernance. L'autre thème central de ce débat public est relatif aux effets de l'extrémisme violent sur la société, en particulier les femmes et les enfants. Il y a un aspect qui n'est pas très... qui est rarement discuté, mais qui est très important. C'est-à-dire c'est l'impact psychologique de la crise sur les femmes et les enfants. Souvent, les déplacés internes ont fait plusieurs déplacements. C'est-à-dire qu'ils ont dû quitter leur village, ils ont dû quitter leur premier site d'habitation pour aller encore chercher la sécurité. Et l'année dernière, quand on était à Tillabéri et qu'on discutait avec des déplacés de Oualam et de Tillabéri, beaucoup des femmes nous disaient que les enfants, par exemple les plus jeunes, font souvent des cauchemars. C'est-à-dire qu'ils se réveillent au milieu de la nuit, ils ont des peurs subites parce que des choses qu'ils ont vécues et qu'ils n'arrivent pas à externaliser d'une certaine manière. Un élément qui revenait beaucoup, c'était que les enfants avaient beaucoup peur des bruits soudains, c'est-à-dire les bruits de moto. Ça a déstabilisé beaucoup les enfants parce que dans ces zones-là, beaucoup de ces enfants-là associent l'utilisation des motos aux bandits et aux groupes armés. Et ça a été favorisé cette perception-là a beaucoup de sens parce que d'une certaine façon, quand les gouvernements ont interdit l'utilisation des motos par les particuliers dans les zones en situation d'urgence, ce n'était que les membres des groupes armés qui utilisaient ces motos-là pour mener leurs activités. Donc, moi je pense que je vais m'arrêter là et je vais répondre aux questions, mais il est important de noter que si la crise affecte beaucoup les hommes, par exemple la population d'une certaine manière, c'est-à-dire que lorsque l'État islamique attaque des villes comme elle l'a fait dans tout le nord Tillabéri en 2021 et dans tout l'est du Burkina Faso depuis un an et dans tout le nord-est du Mali depuis mars 2022, la hausse des mortalités dues à la violence affecte aussi les enfants. Donc, il y a plus d'enfants qui sont tués, il y a plus d'enfants qui n'ont plus accès à l'éducation, aux services de santé. Je me souviens, il y avait un enfant qu'on avait interviewé à Tillabéri qui nous disait, parce que les groupes quand ils viennent, il y a deux choses qui sont ciblées. Il y a les écoles, parce que si je reprends le poncif des gens du lac Tchad, Boko Haram. Donc c'est l'éducation occidentale est haram, elle ne doit pas être tolérée. Donc les écoles sont attaquées systématiquement. Les enseignants qui restent sont tués et beaucoup ont fui, ce qui rend beaucoup d'écoles inopérationnelles. Et il y a aussi l'attaque des centres de santé, c'est-à-dire que les ambulances sont volées, les médicaments, tout est volé, tout
est pris par les groupes armés. Et souvent, les ambulances ou bien les véhicules des ONG sont utilisés après pour attaquer des postes militaires. Donc ça a eu beaucoup lieu en 2019 dans la zone des 3 frontières. C'était des ambulances qui étaient utilisées pour un petit peu déjouer la surveillance des sentinelles. Les questions et apports des participants ont permis d'approfondir le débat. Il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe ou ce que les citoyens sont en train de vivre. Maintenant, dès que vous publiez les choses telles qu'elles sont, peut-être les concernés ou les gens qui causent cela, ils vont prendre un petit recul parce qu'ils sauront que les gens sont informés, qu'ils savent exactement ce qui se passe, mais ça pourra aussi permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe dans le monde et de pouvoir prendre le devant. Je pense que si on parle de l'insécurité en Afrique, il y a problème. Parce qu'au 6e siècle, il y avait l'Empire Songhai qui regroupait presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Cet empire était dirigé par un seul leader, il s'appelait Askia Mohamed. Alors qu'est-ce que ce monsieur avait fait? Il avait choisi des représentants qu'on appelait des cadis. Alors ces gens-là, parfois, mettaient automatiquement fin à toutes sortes d'insécurités qui régnaient au sein de l'Empire. Quelle en est la situation de l'espace civique? Parce que nous avons proposé des solutions pour que la société civile puisse impliquer plus dans le cadre de la gouvernance de la sécurité, la prévention de l'extrémisme violent. Est-ce que cela est dans notre zone au Sahel? Est-ce que le niveau d'implication, les conditions sont créées pour que la société civile puisse être bien associée dans toute cette question? Pendant les interventions, j'ai entendu parler de la Mauritanie qui, en termes de sécurité dans le Sahel, est un peu bon. Donc la question qui se pose là, c'est de pouvoir voir est-ce qu'il n'y a pas une communication assez adéquate par rapport à la Mauritanie et puis les autres pays du Sahel. Somme toute, à l'issue de ce débat public d'une journée, les experts et les participants ont convenu qu'il était essentiel d'approfondir le débat sur la gouvernance du secteur de la sécurité et la lutte contre le radicalisme pour que la région puisse parvenir à la paix et à la sécurité.